Vous avez vu qu'Isabelle a beaucoup parlé de pratique et de formation continue initiale. Et donc là, je vais passer la parole à Gilles Orliaguet, qui va nous parler justement du champ compétences, en tout cas formation initiale et formation continue. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions. Nous allons y répondre à la fin. Et je vois que beaucoup de questions sont en train d'arriver. Donc bravo pour cette interaction. Gilles, je te laisse la parole. Merci Mathilde, bonjour à tous. Donc, en effet, le champ 3 est consacré à la formation initiale, à la formation continue. Donc, la première question, c'était quelles sont les particularités en termes de compétences à respecter pour la pratique de l'anesthésie pédiatrique et en particulier, quelle doit être la formation, là on est dans l'initial, des médecins ayant une activité en anesthésie pédiatrique. Donc, nous avons répondu que les experts suggèrent de se référer aux recommandations européennes, on reviendra dessus, et de les appliquer en tenant compte évidemment des spécificités à la fois nationales, locales, relatives à la démographie, aux capacités de formation, aux flux de patients, afin d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Ainsi, les experts ont suggéré que tous les internes d'anesthésie-réanimation, quelle que soit leur carrière future, doivent suivre une formation minimum de 3 mois en anesthésie pédiatrique dans un centre spécialité. Cette formation sera étendue à 6 mois avec un passage en soins critiques pédiatriques pour ceux qui auront une activité d'anesthésie-réanimation pédiatrique régulière par la suite. La question suivante, c'est finalement quelle est la formation des médecins ayant une activité en anesthésie pédiatrique. Eh bien, on a dit que tout médecin anesthésiste réanimateur qui va pratiquer de l'anesthésie pédiatrique doit avoir une activité régulière, spécifiquement en anesthésie pédiatrique. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure. On a finalement réussi à tomber d'accord pour dire une activité régulière, c'est quoi? C'est au moins une demi-journée par semaine et que, en plus, évidemment, il assure l'actualisation de ses connaissances et le maintien de ses compétences en anesthésie pédiatrique au moyen de programmes individuels de formation dans le cadre défini par la certification périodique des professionnels de santé, de nouveau pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Les experts suggèrent également de promouvoir la mise en place de programmes de formation qui seraient basés sur la simulation dans le cadre à la fois de la formation initiale et de la formation continue, toujours dans le même objectif d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Alors on va voir un petit peu maintenant sur 3-4 diapositives sur quoi on s'est appuyé pour vous présenter ces recommandations. Tout d'abord, sur la formation initiale, je reviens 2 secondes sur les recommandations européennes qui ne sont pas nouvelles, vous voyez, 2004. Eh bien, qu'est-ce qu'elles disaient en résumé? Que pour tous les internes, quelle que soit leur carrière ultérieure, eh bien, ils devaient faire au moins 3 mois de formation dans un centre pédiatrique spécialisé. Que cette formation devait inclure la prise en charge de patients de différentes spécialités chirurgicales, de différents groupes d'âge, avec un nombre minimum qui devrait être au moins de 10 nourrissons de moins de 1 an et si possible au moins 2 nouveau-nés, 20 de 1 à 3 ans, 60 de 3 à 10 ans. Que pour ceux qui par la suite envisagent un poste avec une activité régulière en anesthésie pédiatrique, il est souhaitable d'avoir une formation complémentaire d'au moins 6 mois. Et pour un poste dans un hôpital, un centre de recours, eh bien une formation complémentaire d'au moins 1 an. Et pour ces deux cas de figure, c'est-à-dire une activité régulière dans un centre pédiatrique, voire dans un centre de recours, de faire un passage en soins critiques, respectivement de 1 et 2 mois au moins. Enfin, il faut savoir qu'il y a eu une actualisation des attendus d'apprentissage au niveau européen assez récemment, vous voyez, en 2018. Et donc, le programme européen est consultable, je vous ai mis la référence. Et deuxièmement, le Royaume-Uni a endossé, si je puis dire, les recommandations européennes, vous voyez, aussi assez récemment, en 2020, recommandations qui dataient de 2004. Alors, en France, on ne part pas de rien, on ne partait pas de rien. Si on fait un petit état des lieux, il y avait déjà des documents, un référentiel métier qui avait été établi en collaboration par la SFAR, la DARPEF et le collège, qui contenait à la fois le socle de connaissances théoriques et les compétences, et je vous ai mis le lien. Il faut également savoir que depuis la réforme du 3e cycle des études médicales de 2017, il n'était plus indispensable de faire un stage, et en tout cas la durée du stage en anesthésie pédiatrique auparavant de 6 mois, ça avait disparu au profit de la nécessité d'acquérir des connaissances et des compétences en anesthésie pédiatrique. Évidemment,
On considère que l'acquisition de ces connaissances et de ces compétences est difficilement envisageable ailleurs que dans un terrain de stage qui ne serait pas un terrain de stage d'anesthésie pédiatrique spécialisée. Une enquête réalisée au niveau national en France a montré que la majorité des internes actuellement souhaitaient avoir une formation un peu plus renforcée en anesthésie pédiatrique. Enfin, en ce qui concerne la place de la simulation, on ne part pas de rien, hein. Elle est croissante en anesthésie-réanimation en France, mais elle n'est pas totalement formalisée, en tout cas à ma connaissance, et à la connaissance des experts en anesthésie-réanimation pédiatrique. Évidemment, il y a un certain nombre de choses qui sont d'ores et déjà intégrées dès la phase socle, notamment pour l'acquisition d'un certain nombre de gestes techniques. Si on parle maintenant de formation continue, que disent les recommandations européennes? Eh bien, elles rappellent que pour tout anesthésiste, y compris donc les anesthésistes non spécialisés en pédiatrie, il faut être capable de prendre en charge, d'anesthésier des enfants de plus de 3 ans pour des chirurgies habituelles, communes, et se tenir à jour pour pouvoir être capable de stabiliser un nourrisson ou un enfant avant un transfert vers un centre. Qu'un médecin anesthésiste réanimateur qui a une activité régulière en anesthésie-réanimation doit suivre un programme de formation continue ou de développement professionnel continu, idéalement faisant des stages dans des centres de recours. Enfin, pour ceux qui exercent au quotidien, en tout cas régulièrement en anesthésie pédiatrique, évidemment, il faut se tenir à jour en termes de connaissances et de compétences, y compris pour la douleur, l'urgence et la stabilisation d'enfants en état critique. Nos collègues anglais ont repris un petit peu la même chose en ajoutant 3 notions complémentaires. En ce qui concerne les anesthésistes qui prennent en charge des enfants de tout âge, eh bien, il faut une formation annuelle multidisciplinaire basée, donc là ça renforce la place de la simulation. Pour tous les anesthésistes réanimateurs, une nécessité de mise à jour annuelle des pratiques avec des discussions de dossiers d'anesthésie-réanimation pédiatrique en réseau, donc avec des centres spécialisés, voire de recours. Et donc ça renforce l'importance, on en a déjà parlé, de la mise en place de réseaux régionaux. En France, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On avait déjà un texte qui avait également été rédigé sous l'égide de l'ADARPEF, du Collège français des anesthésistes réanimateurs et de l'ASFAR, qui définissait les connaissances, les compétences à avoir en anesthésie-réanimation pédiatrique et également qui déclinait un petit peu pour les centres, qu'est-ce qu'ils devaient remplir comme conditions pour pouvoir former des jeunes en anesthésie-réanimation pédiatrique. Enfin, en termes de spécificité de prise en charge en anesthésie-réanimation pédiatrique, sachez qu'une des options prioritaires du développement professionnel continu, le numéro 212, a été validée par l'Agence nationale du DPC, et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on peut insister. Pour terminer, pour renforcer vraiment la place de la simulation qui se développe, sachez qu'aux États-Unis, pour être accrédité, un programme de fellowship, finalement un centre qui forme des internes, ça doit inclure obligatoirement des séances de simulation en anesthésie-réanimation pédiatrique. Certes, il existe encore une grande variabilité, un peu de tout, du contenu, de la durée, etc. Mais néanmoins, se développent des réseaux avec des séances qui deviennent maintenant non seulement multi- ou interprofessionnelles, mais également multi-établissements. Et de la même façon, au Royaume-Uni, depuis longtemps, ils ont inclus la formation par simulation en anesthésie pédiatrique parce qu'ils considéraient qu'une formation de 3 mois était trop courte pour tous ceux qui devaient par la suite exercer l'anesthésie et pas exclusivement pédiatrique. Et donc avec des cas proposés après des discussions avec le Collège royal des anesthésistes, des scénarios basés sur une revue de la littérature validée par des experts, ces programmes initialement destinés aux internes, finalement, ils ont été élargis pour que tous, y compris ceux qui pratiquent seulement occasionnellement l'anesthésie pédiatrique, puissent en bénéficier. Et donc maintenant, ils ont étendu ce programme de simulation en anesthésie-réanimation pédiatrique à l'ensemble du territoire. Ils bénéficient de subventions et on va même maintenant proposer ces formations, enfin, ils vont proposer ces formations à l'international. Voilà. Merci. Bien, merci Gilles et merci à tous les experts pour leur présentation. Vous voyez qu'il y a pas mal de champs qui ont été abordés. C'est vrai que ces recommandations, ces RPP ont voulu justement aborder toutes les situations, que ce soit du pré-opératoire au pér-opératoire et au post-opératoire, avec, encore une fois, je voudrais insister sur le fait que l'objectif principal, c'était quand même la qualité des soins, la qualité de notre pratique de l'anesthésie pédiatrique, avec aussi, bien sûr, quand on pouvait
pouvait assurer une diminution de la morbimortalité. Donc là, il y a plusieurs questions qui viennent, donc je vais essayer de les structurer un petit peu par champ. Et si on passe, Claude, par rapport aux structures, on nous parle éventuellement d'hospitalisation. Sur quoi se base justement cette histoire de il faut hospitaliser les enfants dans un site dédié? Et question suivante, finalement, ce site dédié, comment on peut le définir dans un centre qui fait une pratique mixte, c'est-à-dire avec un secteur d'hospitalisation? Est-ce qu'on parle de secteur, de site dédié? Comment tu vois un peu les choses? Alors, pourquoi on a été vers l'hospitalisation dédiée, ou enfin réservée pour les enfants? C'est qu'il y a quelques années, avant la sortie du SROS, on avait encore des enfants qui mouraient d'hyponatrémie parce que l'enfant avait été opéré d'amygdalectomie, gardé une perfusion pour la première nuit post-opératoire. Le personnel soignant n'avait pas l'habitude de la pédiatrie. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait souvent des hypervolémies qui étaient créées par des perfusions qui passaient trop vite. Et donc, on avait des enfants qui mouraient, entre guillemets, ou qui avaient des séquelles neurologiques graves du fait d'une hyponatrémie. Donc, ça, c'est un exemple de complication qui peut arriver dans un service où le personnel soignant n'est pas habitué aux enfants. Même chose, par exemple, pour des antalgiques ou de la morphine, des erreurs de dosage. Donc, c'est de là qu'est venue la notion d'avoir du personnel soignant connaissant les enfants. Après, ça peut, en hospitalisation, on peut très bien hospitaliser du post-opératoire de chirurgie dans un service de pédiatrie. Parce que du coup, par définition, le personnel soignant est habitué aux enfants. Donc ça, c'est souvent un moyen assez simple de contourner quand le volant d'hospitalisation de chirurgie pédiatrique dans un établissement nécessite l'équivalent de, je dis, de 7, 8, 10 lits. Effectivement, il y a de la pertinence à le mettre dans un secteur pédiatrique. Pour l'ambulatoire, je dirais c'est un peu plus simple. C'est que dans une unité ambulatoire, c'est plus facile d'isoler des enfants. La seule règle qu'il faut avoir, c'est quand même avoir au moins une personne chaque jour dans cette unité qui a l'habitude des enfants. Mais là, généralement, on peut déperfuser rapidement les enfants. Le problème de perfusion erronée, donc peut être plus simple à gérer, mais toujours essayer d'avoir quand même une personne qui connaisse un peu plus les enfants et qui va faire le lien avec les parents dans une unité ambulatoire. Donc disons, pour la chirurgie ambulatoire, c'est relativement simple. Pour l'hospitalisation, ça peut être aussi simple en utilisant un service de pédiatrie. D'accord. Et pour rappel aussi, il y a une charte pour les enfants hospitalisés qui quand même préconise que l'enfant doit être hospitalisé dans un site dédié, et ce qui va permettre de gérer aussi, comme tu disais, le personnel. C'est-à-dire que ça permet de regrouper le matériel, comme on l'a vu finalement au bloc opératoire, d'avoir toujours le même matériel en pédiatrie qui ne soit pas dispatché dans différents sites, d'avoir le personnel dédié à ces enfants et de pouvoir aussi organiser la visite des parents. Pour rappel, on peut en parler, que les parents doivent être, en tout cas les accompagnants doivent être présents lors de l'hospitalisation en salle de réveil, et finalement de regrouper cette hospitalisation, cette activité pédiatrique permet de suivre finalement la charte de l'enfant hospitalisé. Oui, ça c'est vraiment un point important, surtout la présence des parents et pouvoir donner la possibilité à ce que les parents accompagnent leur enfant dans tous les circuits. Ça a été même repris dans le décret sur les autorisations de chirurgie. Ça a également été repris dans l'autorisation des soins critiques, où il est vraiment important que les parents puissent suivre tout le parcours de soins de leur enfant. D'accord. Isabelle, tu as parlé d'équipes dédiées. Alors là, il y a des questions intéressantes, parce qu'on parle d'une équipe dédiée pour faire l'anesthésie pédiatrique. Est-ce que tu penses qu'il va falloir aussi une équipe dédiée? Est-ce qu'on peut différencier pour les moins de 3 ans ou pour les moins de 1 an? Ou alors c'est une équipe dédiée pour les 0-10 ans? Est-ce qu'on peut imaginer, puisque quand même on parle les moins de 3 ans, comme tu l'as bien souligné, c'est une population à risque majoré, notamment d'événements critiques respiratoires. Est-ce qu'il faut essayer dans un centre mixte que l'équipe dédiée soit finalement dédiée pour les moins de 3 ans ou finalement de 1 à 10 ans? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Je dirais qu'elle doit être d'autant plus dédiée que l'enfant est jeune et que donc le risque de complications est important. Mais globalement, je crois que c'est quand même un principe dans une équipe mixte d'avoir, non seulement en général, il y a un référent pour l'anesthésie pédiatrique, mais en plus que cette activité soit concentrée sur un certain nombre de praticiens qui représenteraient l'équipe dédiée. Alors, quand on est dans des structures où il y a beaucoup d'activités pédiatriques, effectivement, on peut considérer que le volume d'activité est suffisant pour qu'on puisse
considérer que les praticiens ont acquis, d'une part, ont acquis par la formation leur expertise et ont suffisamment de volume d'activité pour la maintenir. Mais voilà, la notion d'équipe dédiée, évidemment, elle est plus importante pour l'enfant de moins de 3 ans, je dirais. Mais néanmoins, elle reste, à mon sens, et c'est comme ça qu'on a vu les choses, elle reste importante, même pour l'enfant de 3 à 10 ans, parce qu'il reste des spécificités de complications, des spécificités de pathologie aussi, donc de prise en charge péropératoire. Donc je pense que ça doit rester un principe pour l'enfant, et c'est d'autant plus nécessaire que l'enfant est jeune, bien sûr. Oui, et tout à fait. Et puis, comme tu dis, de regrouper cette activité, parce que finalement, une question des internautes en disant on fait à peu près 260 par an, mais finalement que 40 enfants par an de moins de 3 ans. Donc, si vous faites une équipe dédiée seulement pour les moins de 3 ans, finalement, l'activité, elle va être réduite. Alors que si on crée une équipe dédiée et qui a bien montré une diminution de la morbimortalité, on arrive justement à avoir encore plus, à acquérir encore plus cette expérience, et c'est là où l'objectif principal de cette équipe dédiée. Oui, c'est d'autant plus important, que les enfants sont jeunes, les enfants pris en charge sont jeunes, et d'autre part que le volume d'activité est relativement faible. Tout à fait. Et par rapport justement encore à cette prise en charge, il y a une question qui dit finalement pour les moins de 1 an, on parle de 2 professionnels d'anesthésie, dont un anesthésiste réanimateur, exclusivement dédié. La question est-ce que cet accord fort, comme on le dit, peut se heurter à une pénurie de professionnels compétents, mariade, et induire sur, on va dire, l'offre de soins. Est-ce que cette organisation peut influencer Alors, pour les moins d'1 an, c'est 2 professionnels dédiés, dont un MAR et un autre professionnel formé à l'anesthésie pédiatrique. Oui, c'est restrict. Forcément, ça impose une contrainte. Ça impose une contrainte d'effectifs, mais à mon sens, ce n'est pas la pénurie des effectifs qui doit moduler les recommandations, entre guillemets, disons les suggestions des experts, qui sont basées sur des données de morbimortalité. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que si on n'a pas les effectifs suffisants pour faire cette population d'enfants, c'est les moins d'1 an, on ne les fait pas. On ne peut pas se permettre de les faire dans des conditions qui ne seraient pas optimisées, puisque là, quand même, on sait qu'il y a un taux de complication potentiel qui est loin d'être négligeable. Tout à fait. Et en plus, on va dire que autant s'organiser pour ces enfants de moins de 1 an, d'assurer la sécurité et la qualité, de pouvoir aussi former toujours ces équipes. Si on est 2 à faire, il y aura moins de complications, il y aura plus d'expertise, et ensuite l'activité pédiatrique pourra éventuellement justement s'étendre et offrir un peu plus d'offres de soins. Absolument. Une petite question justement donc, sur la formation, Gilles, parce qu'on a parlé beaucoup de simulation. Est-ce que quand même en France, en dehors de la simulation, puisque quand même on sait qu'il y a de plus en plus de centres de simulation qui sont organisés en France, et notamment de simulation pédiatrique, est-ce qu'il y a d'autres types de formations, notamment pour donc, la formation continue, puisqu'on dit qu'il faut maintenir ses compétences, actualiser ses compétences. Qu'est-ce que finalement on peut proposer ? Alors, il y a de multiples possibilités. Une première, déjà, c'est de suivre ce genre de présentation. C'est les congrès, c'est la ISFAR, c'est le congrès de la DARPEF. Une autre possibilité, c'est de faire des formations complémentaires comme les DU ou les DIU. Il y en a un certain nombre. Une autre possibilité, c'est des journées de formation spécifique comme à Lyon, par exemple. Il y a également comme possibilité la lecture. Il y a des livres spécifiques, il y a la littérature. Et donc, en fait, c'est un continuum, c'est un ensemble de choses qui vont concourir à entretenir ses connaissances d'une part et ses compétences d'autre part. C'est 2 choses différentes. Et en fait, on a besoin des 2 pour pouvoir avoir un exercice sécurisé et qui assure une qualité des soins. Donc, ce n'est pas uniquement ça. On a voulu mettre un petit focus sur la simulation parce qu'il y a des données de la littérature qui montrent clairement que ça améliore quand même les choses, notamment quand les possibilités de formation sur le terrain, on va dire, auprès des patients sont un peu réduits parce que les terrains de stage sont peut-être pas totalement suffisants pour qu'on puisse offrir, si je prends l'exemple des internes, 6 mois de stage en anesthésie pédiatrique partout en France. Exactement. Et ce qui me permet finalement de rebondir sur une question sur les réseaux, puisque finalement, de développer ce réseau, alors déjà, comment
peut-on développer ces réseaux, c'est-à-dire qui contacte qui, comment ça peut se passer en pratique? Et est-ce que finalement de développer ces réseaux entre les centres de proximité et les centres de spécialisés permet aussi de faire une sorte d'association interprofessionnelle et d'organiser ce genre de formation? Est-ce qu'il y a une possibilité au travers justement l'organisation de ces réseaux? Alors, pour le réseau, en fait, comme vous l'avez vu, la tête de pont des réseaux, habituellement, c'est les centres spécialisés à vocation régionale. Donc, effectivement, quand on est un centre de proximité, voire un centre spécialisé, il faut se rapprocher de la tête de pont. Après, la question, c'est effectivement dans la convention, j'ai proposé qu'il y ait une convention pour le transfert des enfants, quels enfants on transfère. Il peut y avoir aussi une convention de formation continue. Et donc, ça permettrait éventuellement de faire des échanges. Soit c'est des praticiens de l'établissement de proximité qui vient passer quelques jours ou même une journée dans un centre spécialisé, soit c'est l'inverse. C'est quelqu'un du centre spécialisé qui peut éventuellement se déplacer dans la structure, même une journée, discuter des protocoles qui sont mis en place pour les enfants, voir comment est organisée la structure, la salle de réveil. Donc ça peut être de manière un espèce de compagnonnage, sans que ça soit, c'est pas de la certification HS, c'est juste à visée pédagogique. Et je pense que à double sens, ça peut être inclus dans la convention du réseau. Oui, finalement, c'est l'organisation de ce réseau qui va pouvoir compléter les formations, puisque c'est vrai qu'on parle de formation, on va dire, nationale, d'aller au congrès, d'assister à la ISFAR, au congrès de la DARPEF, congrès de l'ASFAR, mais ces réseaux permettent de lancer aussi des échanges et de faire de la formation au niveau très local. Et c'est vrai que c'est parfois difficile, notamment pour des centres un petit peu loin, périphériques, de s'organiser, de se dire d'aller voir le CHU qui est peut-être un petit peu loin. Et l'organisation de ces réseaux va pouvoir faciliter probablement ces échanges. Oui. Dans ce contexte, se développent de plus en plus des postes partagés entre le CHU, par exemple, et un certain nombre de CH dans la région, quoi. Donc ça fait partie aussi des solutions qu'on peut mettre en œuvre. Et est-ce que justement ces réseaux, ces formations, l'acquisition de ces compétences permettrait peut-être de réaliser la pratique des moins de 1 an, pas forcément que dans les CHU, puisqu'il y a cette question, où doit-on faire les plus petits? Est-ce que, Isabelle, tu penses que justement l'offre des soins va pouvoir un petit peu changer, puisque de toute façon, on sait que c'est moins de 1 an. Je ne parle pas des nouveau-nés, des anciens prématurés, qui sont encore une population à part, mais finalement, c'est moins de 1 an. On le voit, plusieurs centres peuvent le faire, à condition, bien sûr, d'appliquer et de s'organiser. C'est important pour la sécurité des patients, il faut s'organiser. Bien sûr. Donc, l'objectif n'est pas du tout de faire tous les moins d'1 an dans les centres spécialisés régionaux, les CHU, quoi. En fait, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, les CHU ne sont pas en capacité de le faire. L'objectif est simplement de faire en sorte que l'organisation permette aux praticiens d'assurer la sécurité des soins dans cette population. C'est une population, on le sait, qui est quand même plus vulnérable, dans laquelle on est confronté plus facilement à des incidents critiques, que ce soit des incidents respiratoires ou cardiovasculaires. On le sait, ça a été parfaitement montré. Donc, les suggestions qui ont été faites avec 2 praticiens dédiés pour cette catégorie de patients, oui, elle est contraignante, mais elle n'est pas impossible et finalement, elle conduira aussi au confort des praticiens, une meilleure prise en charge, enfin disons une prise en charge sécurisée pour les enfants et un confort de prise en charge aussi assuré pour les praticiens parce que eh bien, c'est un exercice qui n'est pas dénué de risques et de stress. Voilà. Et d'autant plus que si on est 2 praticiens formés justement à anesthésie pédiatrique, ça permet aussi de renforcer cette expérience, l'acquisition de ces compétences. Absolument. Alors que si on est tout seul, c'est un petit peu différent aussi en termes de partage et de formation. Et cette organisation, notamment pour les moins de 1 an, est-ce qu'elle est valable pour tous les gestes, même si par exemple c'est des gestes courts? Est-ce qu'on peut se dire que, en fonction de la durée du geste, on peut faire des exceptions ou Alors, ce qui est écrit. Néanmoins, bien sûr, on l'a mis. L'organisation en termes d'effectifs, elle reste sous la responsabilité du médecin en charge de l'enfant.
ça c'est certain. Voilà. Après, ce que l'on a préconisé, c'est quand même pour diminuer les complications périopératoires. Oui, sachant voilà. que les complications ne sont pas forcément liées à la durée de la chirurgie. Il peut y avoir des actes très courts avec un patient à haut risque, avec les complications, comme des gestes très longs sans qu'il y ait forcément plus d'incidence de Absolument. complications. Et effectivement, c'est contraignant. Hein. C'est contraignant dans cette population de moins de 1 an, mais aussi, on sait bien sûr que c'est la population la plus vulnérable. Donc, l'objectif de ces recommandations, ou plutôt de ces recommandations de pratique professionnelle, c'était quand même d'augmenter la sécurité des soins pour les jeunes enfants. D'accord. Et justement, pour cette organisation, il y a une question sur est-ce que si on applique ces préconisations pour l'enfant, avec une IAD dédiée à ce cas-là, est-ce que le médecin, donc a priori, peut faire 2 salles? Est-ce qu'il peut faire une salle pédiatrique et une salle adulte? Les questions, on va dire pratico-pratiques, Oui, c'est alors, l'avis de... pourquoi pas? Ce qui est marqué dans les textes, c'est qu'il faut que ce médecin ait une formation spécifique à l'anesthésie pédiatrique et une pratique régulière de l'anesthésie pédiatrique, moyennant quoi, selon ce qui est écrit, oui, c'est possible, à partir du moment où vous avez une infirmière anesthésiste dédiée au cas avec une activité régulière en anesthésie pédiatrique. Oui, et qu'au niveau adulte, le patient Et soit aussi qu'évidemment, ce ne soit surveillé. pas un anévrisme dans la salle d'à côté. Mais moi, je fais confiance aux praticiens. Je crois qu'on peut faire confiance aux médecins anesthésistes réanimateurs. Les gens ne prennent pas de risques inutiles. Donc là, effectivement, on a cadré un peu les choses. Mais il faut avoir confiance dans le praticien, dans la façon dont il évalue ses compétences également, ça c'est un point important, et dont il assure le maintien de ses compétences. D'accord. Et alors, on n'a pas forcément voulu aborder ce sujet au sein de CRPP, mais on peut quand même dire un mot en termes de formation sur les IAD, parce que c'est vrai que, Isabelle, tu l'as précisé, qu'il faut qu'il y ait des IAD, qui aient une pratique régulière de l'anesthésie pédiatrie. Est-ce qu'on peut, ou pas d'ailleurs, dire un mot justement sur cette formation des IAD? Oui, on est d'ailleurs revenu dessus dans le cadre des assises de pédiatrie pour signaler qu'auparavant, les IAD bénéficiaient de 8 semaines de formation spécifique en anesthésie pédiatrique. Et depuis l'universitarisation de la formation, ce n'est plus que 4. Là aussi, on a trouvé que c'était un petit peu dommage et qu'on s'est permis de souhaiter que peut-être on revienne à une formation un peu plus conséquente en termes de formation pratique, car c'est très bien la formation théorique, mais on sait très bien aussi que c'est en étant sur le terrain, pouvant faire l'acquisition d'un certain nombre de gestes et de techniques qu'on progresse. Et je voudrais profiter d'avoir le micro pour dire, je pense vraiment que CRPP, c'est aussi un outil pour pouvoir discuter non seulement avec les chirurgiens, mais également avec ces directions, pour dire, nous, on veut bien tout faire, mais on le fait dans un contexte avec du matériel, avec du personnel formé, pour renforcer de nouveau la qualité et la sécurité des soins. Voilà, c'est vraiment un outil, c'est comme ça, je pense qu'il faut le voir. Oui, oui, tout à fait. Il ne faut pas non plus oublier que certaines structures, souvent les chirurgiens espèrent augmenter l'activité, notamment en baissant l'âge limite des enfants. Et alors, pour rappel et pour information, la DARPEF avait établi un groupe de travail qui a réalisé une enquête. C'est Corinne Leju qui a développé cette enquête. Et les résultats qui vont être publiés dans NREA d'ici peu, là, probablement dans le mois, montrent quand même que parfois il y a un inconfort ou on va dire un manque de confiance, et par le fait que souvent justement cet âge limite elle souhaite être abaissée par certaines directions, par certains chirurgiens, pardon, et CRPP sont là aussi pour aider les personnes qui ont cette appréhension de l'anesthésie pédiatrique, afin justement de cadrer, comme vous l'avez bien tous dit, cette sécurité. Alors il y a quand même une question, et on va dire une situation un peu particulière qui n'a pas été abordée dans CRPP, c'est la situation des urgences, la prise en charge des urgences. Comment on peut, ou est-ce qu'on peut appliquer CRPP, parce que là on a parlé beaucoup de programmer, finalement la situation d'urgence, ces urgences qui sont justement les moins de 3 ans ou les 1 an, dans un cadre où est-ce que c'est une astreinte, c'est un anesthésiste sur place, IAD, pas IAD? Est-ce qu'on peut avoir un peu quelques pistes? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans ce contexte, dans ce cadre-là, dans les RPP, parce que c'était extrêmement compliqué, parce que de toute façon, la situation d'urgence est très souvent une situation dégradée.
Et il y a des risques en soi au contexte d'urgence. Et voilà, moi j'aurais tendance à dire que finalement, l'idéal, bien sûr, c'est de pouvoir appliquer tout ce qu'on vous a présenté, les contraintes qu'on vous a présentées. Et ça peut aussi, comme l'a dit Gilles, être je dirais un moyen, pas un moyen, mais en tout cas une voie de discussion avec les gouvernances des différents établissements pour que dans le contexte d'urgence, on puisse assumer, prendre en charge les enfants avec la même qualité en termes de présence d'effectifs que ce qui est préconisé pour l'activité programmée, puisque l'activité d'urgence en soi représente un risque supplémentaire. Donc au contraire, on devrait être pendant l'urgence dans de meilleures conditions que pendant l'activité programmée. Voilà, donc ça, on n'a pas été, on a discrètement éludé l'urgence dans la rédaction des RPP, mais néanmoins, je pense qu'il faut tendre vers les mêmes précautions et la même organisation que celle qu'on préconise pour la chirurgie programmée. Exactement, et là où je pense c'est l'importance du réseau, que ce soit pour les anesthésistes, mais aussi pour les chirurgiens, pour justement cette offre de soins concernant les urgences. Je sais que par exemple en Ile-de-France, il y a toute une organisation qui essaie de se mettre en place pour la prise en charge des urgences chirurgicales pédiatriques. Effectivement, le CHU ne peut pas prendre en charge toutes les urgences chirurgicales. Et donc, c'est là où le CRPP vont pouvoir aussi également aider à l'organisation, que ce soit pour la chirurgie programmée, mais aussi pour la chirurgie urgente. Et une question d'ailleurs, puisque tu en as parlé, Claude, sur les décrets d'autorisation de chirurgie pédiatrique. Est-ce que tu peux un tout petit peu développer, puisqu'il y a une question sur l'application de ces fameux décrets, et je pense que tout le monde n'est pas au courant de la sortie de ces décrets d'autorisation de chirurgie pédiatrique. Alors, il y a eu effectivement un décret général autorisation des services de chirurgie, dans lequel il y a 3 volets. Il y a un volet adulte, un volet pédiatrique et un volet bariatrique. Dans le volet pédiatrique, on a été donné que la chirurgie pédiatrique, c'est les moins de 15 ans. Et entre 15 et 18 ans, c'est possible. Bon, c'est possible dans les services de faire de la chirurgie pédiatrique. Après, ça, c'est adapté bien sûr au cas par cas. Au jour d'aujourd'hui, si vous avez un adolescent de 16 ans qui a une fracture du fémur qui pèse 80 kg, probablement il est mieux pris en charge dans un secteur adulte que dans un secteur pédiatrique. Pour ce qui concerne les autorisations pour les praticiens, pour les chirurgiens, ils ont considéré 2 volets, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas un service de chirurgie pédiatrique, vous êtes un service de chirurgie adulte, des chirurgiens pédiatres pourront avoir une activité à condition qu'ils puissent montrer qu'ils ont une formation, qu'ils ont une expérience en chirurgie pédiatrique. Donc on ne sait pas encore très bien comment ça va être décliné cette affaire-là, parce que vous savez, quand il y a un décret, généralement il suit dans les mois qui suivent, il y a la circulaire d'application du décret. Là, on l'aura probablement d'ici la fin de l'année, mais on n'a pas encore la circulaire d'application de ça. Néanmoins, il est important d'avoir la circulaire parce que c'est un petit peu restrictif pour les urgences. Pour les urgences, il est dit que dans ce secteur adulte, on ne pourra faire que les enfants au-delà de 3 ans, à condition qu'on ait des praticiens, pareil, des chirurgiens qui puissent... ça, c'est vrai pour l'orthopédie et c'est vrai pour la chirurgie viscérale principalement. Donc, je pense qu'il va falloir suivre cette affaire et attendre de voir comment va se faire la circulaire. Mais néanmoins, si elle est appliquée à la lettre telle qu'on peut la comprendre, c'est plus restrictif que les RPP qu'on a fait sur l'organisation de l'anesthésie pédiatrique. Et est-ce qu'ils font la distinction entre différentes spécialités? Tu parlais de l'orthopédie et de l'uro-viscéral. Est-ce qu'il y a d'autres spécialités chirurgicales qui sont concernées par ce décret? Parce que par exemple, on peut parler de l'ORL. On sait que bien sûr, la chirurgie ORL est énormément pratiquée en dehors des CHU. Est-ce que là, il va y avoir aussi, on va dire, un aspect? Alors, pour l'ORL, pour la chirurgie maxillofaciale, ces disciplines-là peuvent être faites dans des centres adultes. Il n'y a pas à partir du moment où l'ORL peut prouver qu'il a une compétence en ORL pédiatrique. Mais du coup, c'est moins restrictif pour cette partie-là de la chirurgie pour l'ORL. Donc, effectivement, l'ORL, c'est 40% de l'activité d'anesthésie de l'enfant. Ça, pour l'instant, on peut continuer à faire cette activité dans tous les centres tels qu'elle s'est fait aujourd'hui. D'accord. Et... J'ajouterais qu'effectivement, pour l'ORL, c'est quand même très souvent des enfants de 1 à 3 ans.
Donc, dans un contexte où c'est une chirurgie extrêmement fréquente, c'est nous qui allons finalement être régulés finalement d'une certaine façon cette activité en fonction de nos capacités organisationnelles telles qu'on les a décrites. D'accord. Et alors concernant à nouveau, parce qu'on parlait aussi des urgences, hein, parce que je pense que c'est une réelle problématique, il va falloir qu'on aborde et que chaque centre finalement réfléchisse, que ce soit d'ailleurs du côté chirurgical ou du côté anesthésiste. Est-ce qu'en termes de formation, puisque on parle de formation pour la programmer, mais effectivement il va falloir aussi que les praticiens, et finalement tous les praticiens, se forment à la prise en charge de ces urgences, hein, puisque on dit une équipe dédiée, mais quid de la nuit et comment justement essayer d'organiser cette formation pour finalement tous les chirurgiens, pour les urgences chirurgicales qui arrivent la nuit. Est-ce qu'on a une petite piste Tous les anesthésistes, j'ai dit tu veux dire. Oui, oui, pardon. Les chirurgiens. Juste, mais les chirurgiens aussi doivent être formés à cette chirurgie pédiatrique. Je vais passer le micro à Gilles, mais je dirais que oui, il faut que les praticiens qui sont susceptibles de prendre en charge des enfants en urgence, même au-delà de 1 an, soient formés à l'anesthésie pédiatrique. Et il y a beaucoup de CH qui s'organisent de cette façon, puisque nous, on en voit passer beaucoup pour la formation. Et effectivement, toute l'équipe se forme, même si finalement, ce ne sont pas forcément ceux qui en font le plus qu'on va voir nous, mais les praticiens, comme ils sont susceptibles d'être confrontés à l'urgence, eh bien, ils viennent se former. Excuse-moi, Gilles. Pour compléter, je dirais 2 choses. D'abord, les urgences, ce n'est pas que la nuit. Et donc, on peut déjà s'y former en journée, à la fois chez soi, et puis en allant, comme on l'a dit, dans le cadre de réseau, peut-être voir un petit peu ce qui se passe dans le centre de référence avec lequel on est associé dans le cadre de la convention. Et puis, je reviens sur la simulation, qui est quand même un très bon modèle pour travailler aussi en équipe, parce que dans l'urgence, il y a en effet l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect gestion humaine, communication, etc. Ce sont des choses qui peuvent se travailler dans le cadre de la simulation. Donc la somme des deux peut faire qu'on devient un peu plus familier avec la prise en charge en urgence. Mais c'est vrai que si le volume d'activité est extrêmement faible, c'est compliqué de rester compétent, surtout que, comme l'a bien rappelé Isabelle, l'urgence, c'est bien connu, c'est dans toutes les études, ça rajoute un niveau de complexité qui induit un niveau de morbimortalité plus important. Mais probablement, justement, ça va être aussi l'occasion pour chaque centre de revoir l'organisation de ses propres urgences chirurgicales. Après, encore une fois, référez-vous au SROS, puisque dans le SROS, c'est bien indiqué quel type de centre peut prendre en fonction de l'âge, mais en fonction aussi de l'urgence. Effectivement, dans le SROS, Claude, les centres de proximité doivent être capables de prendre des urgences, notamment au-delà de 3 ans. Oui, les centres de proximité, ils peuvent prendre toutes les urgences à partir de 3 ans. Et puis, éventuellement, pour certains axes simples, entre 1 et 3 ans. Donc, effectivement, il faut s'organiser pour avoir une compétence minimale, y compris sur la période de la permanence de soins en dehors de la journée. Mais finalement, c'est là où le réseau rentre encore en jeu. Je pense que c'est vraiment extrêmement important, cette notion de réseau, puisque si on s'organise en réseau, lorsqu'on a une urgence où peut-être que l'anesthésiste ne se sent pas à l'aise, c'est là où on va pouvoir appeler aussi on va dire le centre de référence pour discuter éventuellement même d'un transfert pour justement éviter ce sentiment de je ne suis pas compétent ou j'ai une appréhension, du coup ça va pas très bien se passer. Est-ce que justement on peut aussi actualiser, en tout cas activer ce réseau pour tout ce qui est urgence chirurgicale? Oui, tout à fait, parce que dans la convention, je pense qu'il faut définir quelles urgences on peut faire. Par exemple, les âges, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous opérez un enfant d'une péritonite à l'âge de 5 ans, les suites post-opératoires, ça peut être compliqué. Donc, il faut vraiment avoir l'habitude de la pédiatrie. Et il est bien au-delà de 3 ans. Donc, il faut vraiment que ce réseau définisse bien ce que chacun peut faire et comment on l'organise. Et que ce soit d'ailleurs au niveau de l'anesthésie, mais au niveau de la chirurgie, puisqu'il y a quand même des urgences, notamment on peut penser peut-être aux urgences ORL, comme ce qui est corps étranger, avec parfois des anesthésistes qui sont capables de prendre un enfant de moins de 3 ans, puisque bien sûr les corps étrangers bronchiques, c'est souvent en dessous de cet âge-là, qui se sent compétent, mais par contre, attention, il faut aussi qu'il y ait un ORL disponible sur place et qui sache faire ce geste qui est quand même un geste à haut risque de complications.
C'est pour ça que je pense que dès qu'on aura la circulaire sur les autorisations de chirurgie, ça va être complémentaire de nos recommandations et on y verra vraiment plus clair et probablement qu'on améliorera encore la sécurité des enfants. Juste oui, pour conclure d'une certaine manière, je pense que ces RPP vont nous pousser à la réflexion sur notre pratique et sur notre organisation, et c'est un avantage majeur. Très bien, merci encore. Je ne sais pas si on est toujours en direct, mais merci aux experts d'avoir présenté ces RPP, aux internautes d'avoir posé des questions. Ces RPP seront encore présentés et on aura encore l'occasion d'échanger autour de ces RPP. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne ISFAR, puisque ce n'est pas fini. Merci.